Morad, 21 ans, a bien écouté le message des prêcheurs radicaux. Il a décidé de partir au djihad sans prévenir ses parents. Ici, vous savez, notre vie est sans espoir. Je suis assis là devant vous et je peux mourir à n'importe quel moment. Mon départ va dépendre de la volonté divine. Voici les dernières vidéos de propagande de groupes djihadistes en Syrie. Des hommes surarmés qui luttent contre les troupes de Bachar al-Assad. Mais ici, il ne s'agit que de combattants étrangers. Il serait au moins 10 000 dans le pays, venus mener la guerre sainte. Ils sont issus du monde arabe, mais aussi d'Europe, d'Asie, d'Afrique. Plus de 80 pays seraient représentés. Le plus gros contingent vient de Tunisie, 30% des hommes, d'après les combattants syriens. Nous allons tenter de comprendre pourquoi ce petit pays du Maghreb est devenu le réservoir du djihad. Tunis. Ici, de plus en plus de jeunes partent combattre en Syrie, souvent sans même prévenir leurs proches. Un drame familial qui vient de frapper les Ajabis. Il y a 5 jours à peine, le fils de la maison, Rached, a disparu. Il a pris quelques affaires quand il est parti? Il a pris un petit sac? Peut-être un petit sac et peut-être un petit sac, mais je pense pas de des affaires parce que j'ai pas vu des affaires qui manquaient. Hein. Ils l'ont laissé comme ça, sans aucune nouvelle. Là, le problème, on n'a pas vu quelque chose d'anormal. Si on avait quelque chose d'anormal, on serait inquiété de la façon de faire. Rached a 21 ans. Jusqu'à la semaine dernière, il travaillait chez Peugeot avec une petite amie et un passeport français. Aucune raison évidente de vouloir mourir en martyr. Sur sa dernière photo en date, il s'est rasé les cheveux et laissé pousser une courte barbe. Après son départ, il a appelé sa famille pour lui révéler sa destination. Bah, ça m'a trop choquée. Et du coup... Il a paniqué. Voilà, j'ai paniqué, je trouvais rien faire. Quoi. Alors, en fait, il m'a appelé aujourd'hui, le matin. Il a dit qu'il va bien et qu'on ne doit pas s'inquiéter pour lui, que tout est bien avec lui et tout. Mais... Et puis il décroche parce qu'il n'y avait pas de réseau. Quand on lui demande où es-tu, t'es avec qui, il dit « Ah, ne vous inquiétez pas, bah, je vais bien ». Il change de sujet, quoi. Sur sa page Facebook, tout a changé il y a quelques jours. Rached s'est trouvé un nouveau nom de combattant, Abou Sayyaf le Tunisien. Sa photo de profil, des guerriers syriens que la famille ne connaît pas. Et il poste des messages comme celui-ci « Exécutez-nous quand vous voulez, demain nous vous exécuterons ». Je n'ai aucune idée de ses fréquentations, mais c'est sûr qu'il était mal fréquenté, qu'il était... En fait, il était influencé par les idées de ses amis, ou je sais pas. La famille de Rached n'est pas seule. Ferida nous emmène dans une association qui s'occupe des proches des disparus. D'autres mères sont là, désemparées. Leurs enfants sont tous partis en Syrie. Parmi vous, mesdames, lesquels ont des enfants partis au djihad en Syrie? Et est-ce qu'ils vous ont contacté par téléphone? Ferida garde précieusement les rares messages de son fils, des SMS succincts envoyés depuis un téléphone syrien. Salut maman, c'est Rached, je vais bien, t'inquiète pas pour moi, je t'appelle le plus tôt possible. Y a pas de réseau, bise, je t'aime. Ferida a mené une petite enquête. Son fils est parti avec 7 autres jeunes du quartier. Tous ont gardé le secret. Apparemment, leur départ avait été bien organisé. La tranche d'âge des jeunes d'un certain niveau intellectuel, c'est pas des jeunes abrutis ou au son niveau, mais un certain niveau. Même le groupe qui sont partis sont 8. Parmi eux, des ingénieurs, des intellectuels. Mais c'est là que mon problème, parce qu'il y a des personnes là qui organisent ce déménagement-là, l'expédition de ces jeunes. Donc il y a quelqu'un, parce que c'est au niveau des mosquées que ça... il y a la concentration, il y a le contact. Donc là, on essaie de voir, le point de départ, c'est peut-être à ce niveau-là.
Nous partons à la recherche de ces mosquées qui poussent les jeunes vers le djihad. Direction Kasserine, proche de la frontière algérienne. Une ville poussiéreuse de 75 000 habitants, très pauvre, et connue pour s'être radicalisée ces dernières années. En banlieue, une mosquée est réputée proche d'Al-Qaïda. D'après nos informations, plusieurs djihadistes seraient passés par là. Nous tentons d'interroger les fidèles, puis l'imam. Juste une question? Non, même pas une question. Ok. On finit la prière et après on revient. Évidemment, l'imam ne reviendra jamais. Tard dans la nuit, Salah, un ancien militaire qui connaît bien les mouvements extrémistes, accepte de nous parler. L'homme craint pour sa sécurité et veut rester discret. Selon lui, ces mosquées radicales bénéficient de soutiens riches et puissants. Ces associations religieuses se comptent par milliers. Elles sont financées par les Turcs, les Qataris ou alors par des Saoudiens. Et ces associations donnent de l'argent aux jeunes pour qu'ils puissent partir. Et bien évidemment, s'il n'y avait pas de soutien matériel, eh bien les djihadistes ne pourraient pas partir. Les mosquées seraient financées depuis l'étranger. Grâce à cet argent, les islamistes tenteraient de recruter. Leur message est appuyé par les cheikhs radicaux qui multiplient les appels à la guerre sainte sur les chaînes arabes et sur Internet. Les prêches sont même parfois sous-titrés en français. Le djihad est une obligation. Le fils n'a pas besoin de l'autorisation de ses parents. Il est certes meilleur de les en informer, mais ce n'est pas nécessaire. Le djihad est une obligation pour tout le monde. Morad, 21 ans, a bien écouté le message des prêcheurs radicaux. Il a décidé de partir au djihad sans prévenir ses parents. Après plusieurs heures de négociations, il accepte de nous répondre dans un théâtre romain fermé au public, à l'extérieur de la ville. Ici, vous savez, notre vie est sans espoir. Je suis assis là devant vous et je peux mourir à n'importe quel moment. Mon départ va dépendre de la volonté divine. Si c'est une bonne chose, Dieu peut nous faciliter les démarches. Mais pour partir au djihad, il y a des étapes. Des savants décident pour nous. Et ça dépend de beaucoup de choses. Il ne suffit pas de se lever un jour et de partir en Syrie. D'après les estimations, des milliers de jeunes Tunisiens comme Morad sont déjà partis en Syrie depuis 2 ans. Et certains dénoncent une complicité passive des autorités. Officiellement, le parti Ennahda au pouvoir, qui se définit comme islamiste modéré, condamne le djihad. Mais il ne faut pas insister longtemps pour que le message soit plus ambigu. Je suis sensible à l'appel des parents. J'aimerais les encourager en leur disant « Qu'est-ce que je peux leur dire si ce n'est que vos enfants sont partis avec une bonne intention et pour une cause noble. Et j'espère, je prie Dieu qu'ils ne soient pas mal orientés. » Une cause noble et de bonnes intentions. Pas de quoi retenir les djihadistes tunisiens. Quand vient l'heure de partir, ils prennent l'avion pour la Turquie. Les billets sont payés par les mosquées qui les soutiennent. Direction Istanbul, puis Antakya, dans le sud du pays. À peine arrivés, ils prennent des bus vers la ville de Reyhanli, ultime étape vers la Syrie. Nous abordons en caméra discrète un jeune Tunisien qui est arrivé il y a 3 jours. On veut juste parler de la Syrie, de ce qui se passe là-bas. Il y a d'autres gens ici. Moi, je n'ai rien à dire sur ce sujet. Ça ne me concerne pas du tout. L'homme craint la caméra, mais plusieurs sources nous affirment qu'il est venu mener le djihad de l'autre côté de la frontière. Ce serait même un futur kamikaze chargé de se faire exploser près d'une position stratégique du régime syrien. Dernière rencontre avec un membre de l'armée syrienne libre. Il est masqué car il ne veut pas avoir d'ennui avec les extrémistes lorsqu'il repartira au combat. Selon lui, beaucoup de jeunes Tunisiens connaissent le même sort.
Les opérations suicides sont faites par des jeunes qui ont entre 16 et 20 ans. Évidemment, en amont, on leur a bourré le crâne jusqu'à ce qu'ils acceptent de devenir kamikazes. Avant l'opération suicide, personne ne doit leur parler ni même les approcher. Puis, ils passent à l'action. Il y aurait aujourd'hui environ 3000 combattants tunisiens en Syrie. Beaucoup ne reviendront pas. Mais pour les autres, leur pays d'origine s'inquiète. Alors que nous passons devant son domicile, Tom devient nerveux en voyant la voiture de la femme de son agresseur. Elle va finalement faire demi-tour pour venir nous voir. Mais je ne veux pas que vous soyez devant mon jardin. Mr. White. Mr. White. Mr. White. La voiture accélère puis s'arrête devant la victime, comme par provocation. Il s'agit des écoles les plus prestigieuses d'Angleterre. L'école a la capacité de transformer la vie des enfants et leur futur. Nous travaillons très dur pour que cela arrive. La plupart des élites anglaises sont passées sur les bancs de ces pensionnats privés d'exception. Sur leur site, on vante la qualité de l'enseignement ou encore les performances de l'équipe de rugby. Mais ces dernières années, des dizaines de ces établissements modèles se sont retrouvés au cœur d'affaires de pédophilie. Il y a 2 semaines, un article du Times a révélé l'ampleur du scandale. Sur cette carte interactive, les points rouges désignent les écoles où un ou plusieurs profs ont été condamnés pour abus sexuels sur des enfants. Les points bleus, celles où des enseignants ont été arrêtés en possession d'images pédophiles. Enfin, les points verts représentent les écoles liées à des cas qui n'ont pas pu être jugés. Au total, 130 établissements sont répertoriés. Cela représente plus de 10% des écoles indépendantes du Royaume-Uni. Andrew Norfolk, l'auteur de cette enquête, est déjà convaincu que ce chiffre sera bientôt revu à la hausse. 130, c'est le total. Mais déjà, je sais qu'il y a au moins 50 écoles de plus, grâce aux témoignages que j'ai reçus ces derniers jours. Depuis la parution de son article, il reçoit chaque jour des dizaines de mails de nouvelles victimes présumées. Nom de l'école, abus sur des enfants, école où il y a eu des abus. Merci d'avoir écrit cet article. Selon lui, ce n'est pas un hasard s'il y a autant de cas. Ces pensionnats auraient mis en place un système pour protéger les profs pédophiles. Réputation oblige. La tendance était soit de leur demander discrètement de partir à la retraite, soit de démissionner et de s'en aller. Mais dans certains cas, il donnait même à ses professeurs des bonnes références pour qu'ils puissent trouver du travail dans une autre école. D'autant qu'en Angleterre, il n'y a aucune obligation de dénoncer un crime. Résultat, dans la plupart de ces affaires, l'omerta a duré plusieurs décennies. Dans ce pensionnat, par exemple, les faits se sont déroulés dans les années 50, 60, 70. Tom Perry fait partie des victimes. Après 40 ans de silence, il a décidé de porter plainte. Outre-Manche, il n'y a pas de prescription pour ce genre d'affaires. C'est là qu'était mon dortoir. La tête de mon lit était contre le mur de la chambre d'à côté. C'était la chambre de M. Wright. C'est dans cette chambre que pendant 4 mois, j'ai été abusé sexuellement. C'est comme si nous avions Dracula dans une banque du sang. La seule chose qu'il avait à faire, c'était passer la porte. Faire un tour du dortoir, réveiller un des garçons. Et voilà. Au moment des faits, Tom avait 12 ans. C'était le capitaine de l'équipe de rugby. Son bourreau était prof de sport et de français. Il deviendra proviseur de l'établissement. Peter Wright, aujourd'hui âgé de 83 ans, a été reconnu coupable d'abus sexuels sur mineurs en décembre dernier. Il vit toujours dans une maison en face de l'école et attend libre que le juge fixe sa peine. Alors que nous passons devant son domicile, Tom devient nerveux en voyant la voiture de la femme de son agresseur. Oui, c'est celle-là, là-bas. Vous voulez bien vous mettre devant moi ? Mettez-vous devant moi, comme ça elle ne me voit pas, parce que sinon elle va m'accuser de harcèlement. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. On va la laisser passer. Vous allez voir, elle va ralentir, c'est sûr. Ah oui, elle ralentit. Très bien, bien.
C'était une femme. Elle va finalement faire demi-tour pour venir nous voir. Pardon? Pourquoi vous filmez mon jardin? Parce qu'on fait un reportage. Un quoi? Un reportage pour la télévision française. Mais je ne veux pas que vous soyez devant mon jardin. Mr. White. Mr. White. Mr. White. Le bourreau se trouve à la place du passager. La voiture accélère puis s'arrête devant la victime, comme par provocation. Il était dedans, il était là. Rien ne peut m'intimider. C'est peut-être pour ça que j'étais le premier à parler. Rien ne m'impressionne. Maintenant, malheureusement, après ce qui m'est arrivé, je suis prêt à me battre. Si la parole se libère aujourd'hui, c'est qu'un autre scandale de pédophilie a choqué le pays. En 2012, l'Angleterre apprend que l'animateur star de la BBC, Jimmy Savile, aurait agressé sexuellement plus d'1 millier d'enfants pendant des décennies. Depuis, les victimes d'abus sexuels sont de plus en plus nombreuses à briser la loi du silence. Dans cette association, le téléphone n'arrête pas de sonner. Le nombre d'appels a plus que doublé depuis le scandale Jimmy Savile. On est vraiment débordés. Il va même nous sortir un chiffre, difficilement vérifiable, mais qui fait froid dans le dos. Ça vient de la NSPCC, la plus grande association de défense d'enfants abusés d'Angleterre. Ça dit ici que d'après des recherches récentes, 1/4 des jeunes adultes ont subi des abus sexuels. 1/4. Un enfant sur 4. Est-ce que vous enverriez vos enfants dans ce genre de pensionnat? Jamais, jamais. Affirmer que ces affaires ne peuvent plus arriver, c'est de l'ignorance. Et c'est dangereux. Parce qu'il y aura toujours des gens qui commettront ce genre de crimes. Donc moi, je n'enverrai jamais mes enfants dans ces écoles. Même si j'étais multimillionnaire, ils n'iront jamais dans un pensionnat. Nous avons suivi leurs traces à Saint-Josse-ten-Noode, une commune de Bruxelles. Ni le propriétaire, ni les voisins n'ont souhaité nous parler de Nasser. Je cherche à avoir quelques renseignements sur le monsieur qui vous louait la boulangerie. Je voulais chercher le service pour l'instant, monsieur. Bon, je vous rappelle dans la journée. Il ne répondra plus au téléphone par la suite. Les membres de l'État islamique aiment faire parler d'eux. En juin dernier, ils ont accueilli un journaliste du magazine américain Vice News. Il a pu les suivre en Syrie, dans les villes qu'ils venaient de conquérir par les armes. Un homme en particulier se laisse filmer. Il se fait appeler Abdullah le Belge. Pour la caméra, il réalise une interview de son fils, lui aussi prénommé Abdullah. Une interview qui fait froid dans le dos. أكيد إن شاء الله. ماذا تريد أن تبقى مجاهد أم عمل استشهادية؟ مجاهد. لماذا تقتل الكفار؟ لماذا تقتل الكفار؟ إيش عمل الكفار؟ يعني هم يقتلوا المسلمين. كل الكفار. مثل كفار أوروبا. أيوة. Un lavage de cerveau en bonne et due forme. Officiellement, 300 Belges sont partis faire le djihad en Syrie, comme ceux-ci que l'on voit en plein combat, parlant le flamand. Des jeunes, des mineurs, comme ce garçon de 14 ans qui a posté sur sa page Facebook une photo de lui posant avec une Kalachnikov. Et maintenant, des familles entières. Plusieurs cas ont été recensés sans qu'il y ait de chiffres précis. Abdullah le Belge, qui s'appelle en fait Nasser, est arrivé en Syrie avec son fils donc, mais aussi sa femme et les 2 filles de celle-ci. Nous avons suivi leurs traces à Saint-Josse-ten-Noode, une commune de Bruxelles. C'est ici que toute la famille a habité pendant 4 ans, au premier étage de cet immeuble. Ni le propriétaire, ni les voisins n'ont souhaité nous parler de Nasser. Son fils de 6 ans allait à l'école du coin. Lui tenait une boulangerie. Il l'a fermée au début de l'année avant de partir.
Nous contactons l'agence immobilière qui gère le local. Je cherche à avoir quelques renseignements sur le monsieur qui vous louait la boulangerie. Je vous laisse parce que je suis en visite pour l'instant, monsieur. Bon, je vous rappelle dans la journée. Merci, au revoir. Il ne répondra plus au téléphone par la suite. Mais devant la boulangerie, nous retrouvons quelqu'un qui a côtoyé Nasser pendant 2 ans. Nous le filmons à son insu. Il l'identifie formellement sur des photos. C'est lui, c'est lui, et sans l'appart. Sans la barbe. Ah ouais, je pense. Ah bon? Ah ouais, ça vous embête? Ah ouais? On dirait pas, franchement, quand ils étaient ici. C'est une famille conservatrice, parce que sa femme était bien voilée. Bien voilée, mais pas un truc sur le visage. Mais ils vendaient ici, là, la famille était vendue, ça a été... Le propriétaire n'a pas été payé pendant 6 mois. Hein. Ah, le proprio, ouais. Il est parti comme ça, en fait. Et donc du jour au lendemain? Du jour au lendemain. Pas de nouvelles? Rien du tout. Et vous, il vous en avez parlé de ça? Franchement, non. Non, pas de... Franchement, non. Les autorités suivent le dossier. Roland Thiebaud, le coordinateur de la police pour la zone nord de Bruxelles, nous apprend que Nasser est en fait français et que la justice belge a ouvert une enquête. L'homme en question a très rapidement quitté les lieux en vendant ses meubles et en déclarant à ses voisins qu'il allait se rendre en Angleterre. Maintenant, on a évidemment pu se rendre compte que la destination était tout autre. Amener un enfant dans une zone de combat, pour un enfant, évidemment, ça présente un danger réel. Maintenant, évidemment, la responsabilité des parents sera établie et donc, si le parquet décide alors des poursuites, à ce moment-là, il y aura des poursuites à charge des parents. Mais la justice ne pourra rien faire avant un éventuel retour de la famille en Belgique. 0032 405. Nous avons contacté un autre homme qui se présente comme un ami de Nasser. Pour lui, ce sont des problèmes d'argent qui ont provoqué le départ de la famille. Lui, il n'est pas une personne fanatique. Mais à la fin, elle est tombée dans le merde. Elle est tombée faillie. Il n'y a pas l'argent aussi pour acheter pain pour les enfants. Ouais. C'est ce qu'on nous a dit. À la fin, arriver là-bas. Parce que vivre là-bas, c'est gratuitement. L'État islamique prendrait tout en charge. Nourris, blanchis, fanatisés, comment comprendre les départs de familles entières dans ces zones de guerre? À Anvers, en Flandre, nous sommes allés poser la question à Dimitri Bontink. Il a été confronté à tout ça. Son propre fils est parti en Syrie. Mais Dimitri est allé le chercher et il l'a ramené en Belgique l'année dernière. Depuis, il est retourné plusieurs fois en Syrie. Il a ramené 2 autres enfants belges. Et lundi prochain, il repart là-bas, encore une fois, pour aller chercher une femme et sa fille. Ça, c'est le symbole, la signe du front islamique. C'est vos seules protections? Oui, et ensemble avec les Moudjahidines d'Al-Tawi, toujours, oui. C'est sa dernière mission. Et je suis fatigué aussi parce que ça fait plus que d'1 an. Je suis comme Pentagone tous les jours. Je debout et dormir avec souris. Il y a plein de parents qui viennent ici de moi, de Danemark, de Canada, d'Hollande, de France, pour demander d'expertise et adviser et tout. En Syrie, Dimitri Bontink a pu parler avec les fanatiques de l'État islamique, avec de jeunes Belges enrôlés dans leur rang. Il est ami avec eux sur Facebook. Et Vanti, c'est un ami de votre fils, c'est ça? Oui. Mais qui est encore sur place? Oui, il n'est pas mort encore, parce qu'il y a plein de jeunes qui mourent là. Sur un autre profil Facebook, un djihadiste tient une tête tranchée dans sa main. Et qu'est-ce que vous lui dites à lui? Reviens. Tu penses à quelqu'un comme ça va revenir? Je pense non. Non. Les jeunes invitaient moi aussi pour viens là et pour rester et prendre une nouvelle vie là. Il vous l'a demandé lui? Oui, il y a plein de jeunes qui m'ont demandé. Oui, toujours. Vous dites non? Et j'ai dit non, non. Pour lui, par endoctrinement, comme dans une secte, les fous d'Allah arrivent à faire croire aux nouveaux venus qu'ils ont enfin un endroit à eux, accueillant, malgré la guerre. Tu sais, il y a des jeunes qui départent là parce qu'ils n'ont pas trouvé un travail en Belgique, pas trouvé un travail en France. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Mohamed. Maintenant aussi, qu'est-ce qui se passe avec les 2 pères belges, notre dernière mission? Les fils invitaient les papas pour venir là, pour habiter là. Et il dit, voilà, papa, voir les éléments positifs dans un État islamique
il y a gratuit l'eau, il y a gratuit électrique, il y a ordre, il y a structure, il y a quelque chose pour manger, tout le monde protégé, pas quelqu'un avec des problèmes, tout le monde travaille là. Et ensuite, le lavage de cerveau fait son office. Les jeunes recrues en arrivent à accepter l'horreur, le meurtre, le fanatisme. Dimitri Bontink accuse les autorités d'être dépassées par ces questions. À Schaerbeek, une commune du nord de Bruxelles qui a été confrontée à des départs en Syrie et des retours, le maire ne parle pas d'impuissance, mais de retard. Les services de renseignement s'en préoccupent de plus en plus et de mieux en mieux, mais ils n'étaient pas totalement prêts. Il manque parfois, à mon avis, d'informations sur ces communautés parce qu'elles sont très fermées, très isolées. Ces gens parlent arabe ou d'autres langues. Nos services d'enquête ne sont pas toujours au fait de tout ce qui se passe sur Internet ailleurs. La justice aurait dû se préoccuper beaucoup plus tôt de ce phénomène. Peut-être aurait-on empêché quelques départs et stopper plus rapidement le développement du phénomène. Pour le moment, l'accent est mis sur la répression. Recruteurs présumés et jeunes combattants de retour au pays attendent leur procès. C'est ce qui arrivera à Abdullah le Belge. La mission des gardes-frontières américains est de les empêcher de passer. Et sous la pression de l'opposition républicaine, le gouvernement a déployé de gros moyens. Les Border Patrols quadrillent jour et nuit le terrain. Et c'est sans compter les autres farouches adversaires des illégaux. Ils viennent d'Ukraine, de Syrie, du Soudan, de Somalie, pour s'installer ici, dans ce pays, tous ces gens. Et bientôt, tu n'auras plus d'endroit où vivre. Tes enfants n'auront plus d'endroit où vivre. Ils sont des centaines de milliers à risquer leur vie chaque année pour traverser illégalement la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Mais depuis quelques mois, de nouveaux illégaux ont fait leur apparition, des enfants qui voyagent seuls. Des dizaines de milliers d'enfants étrangers ont traversé la frontière illégalement cette année, sans leurs parents. Et il y en a de plus en plus chaque jour. La situation est si critique, si dangereuse, qu'en juin dernier, le président Obama lui-même s'est adressé directement à ces nouveaux migrants et à leurs familles. Voici notre message pour les familles d'Amérique centrale. N'envoyez pas vos enfants ici. S'ils y arrivent, on les renverra dans leur pays. Et surtout, vos enfants peuvent mourir en chemin. Le président se trompe. Dans les faits, les enfants ont très peu de chances d'être expulsés, qu'ils aient de la famille aux États-Unis ou non, ce qui explique cette vague d'arrivées. Depuis le début de l'année, près de 50 000 enfants ont été arrêtés à la frontière avec le Mexique. Certains n'ont pas 10 ans. Les centres de rétention sont pleins à craquer, comme ici à Nogales en Arizona, où plus de 1500 enfants s'entassent dans des conditions très difficiles après un périple de plusieurs mois à travers toute l'Amérique latine. Reynosa, la Mexicaine, c'est l'un des principaux points de passage des jeunes clandestins. Nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle de filmer le centre de rétention que les Mexicains ont installé ici. Brian a 16 ans, il a quitté le Honduras il y a 3 mois déjà. Il rêvait de l'Amérique, il se retrouve derrière des barreaux. Dans mon pays, vous vivez avec la peur d'être tué. C'est pour ça qu'on vient ici, pour fuir la délinquance. Une fois par semaine, il a la possibilité de parler à ses parents. Allô, maman? Ça va et vous? Il attend depuis 15 jours son expulsion vers le Honduras. Écoute, il faudrait que tu appelles le... Comment on dit? Le consulat pour leur dire que je veux partir d'ici. Mais comme tous les migrants, il tentera à nouveau la traversée. Oui, je vais retourner dans mon pays. Et après, je vais bien planifier les choses et je retenterai la traversée. Mais cette fois, je prendrai un guide. Un guide? Plutôt un passeur qu'il devra payer entre 2 et 3 000 $. Ces enfants n'ont presque pas le choix. Sombrer dans la délinquance, être recrutés de force par les gangs ou les narcos, voilà ce qui les attend au pays. Mais il y a aussi de grandes chances de se retrouver encore une fois ici, et qu'on ne s'y trompe pas, c'est une prison. À quelques pas de là, d'autres enfants qui ont voyagé tout seuls. Ceux-là ont eu plus de chance, ils ont été recueillis par des associations caritatives. Ils ne sont pas enfermés. Dans un refuge, nous rencontrons le Hondurien Louin. Il vient d'avoir 17 ans. Ici, on m'a expliqué que pour traverser, il fallait payer.
et que si tu ne payes pas, ils te frappent ou ils te tuent. Du coup, les choses se sont compliquées. Il a l'air complètement perdu. Bien sûr qu'il faut payer pour traverser, 300 $. Louis ne savait rien de tout ça, ce n'est qu'un ado, mais il apprend vite. Aujourd'hui, je pense travailler pour gagner de quoi payer la traversée. Après, je tenterai ma chance, en espérant ne pas me faire attraper par l'immigration. Il faut aussi échapper aux narco-mexicains qui recrutent de force les migrants. Refuser, c'est la mort. Allons vers la rivière. On va regarder comment est l'eau pour voir si je peux traverser. La ville se trouve au bord du Rio Bravo, le fleuve qui sépare les États-Unis du Mexique. Et voilà le fleuve. Mon rêve, c'est de passer de l'autre côté et d'aller à New York. Mais New York est encore à 2000 km, s'il arrive à traverser et à échapper aux policiers américains. Je crois qu'il y a un hélicoptère là-bas, tu le vois? Il y a peut-être des migrants comme moi qui sont cachés là-bas. Et le souffle du moteur écarte les arbres. S'ils sont cachés sous des arbres, le souffle écarte les branches et ils se retrouvent à découvert. Du coup, ils se font repérer. C'est décourageant, mais je suis parti de chez moi avec une mission. Il faut que j'arrive à traverser. La mission des gardes-frontières américains est de les empêcher de passer. Et sous la pression de l'opposition républicaine, le gouvernement a déployé de gros moyens. Les Border Patrols quadrillent jour et nuit le terrain. Et c'est sans compter les autres farouches adversaires des illégaux. Ils viennent d'Ukraine, de Syrie, du Soudan, de Somalie, pour s'installer ici, dans ce pays, tous ces gens. Et bientôt, tu n'auras plus d'endroit où vivre. Tes enfants n'auront plus d'endroit où vivre. Toujours le même leitmotiv de ceux qui refusent toute solidarité et toute compassion pour les illégaux. Nous sommes à la ville frontière de McAllen, au Texas. Opposants et défenseurs des migrants s'affrontent devant la centrale de bus, là où arrivent de nombreux clandestins. Quand on aura dit ce qu'on a à dire, vous pourrez me dire de rentrer chez moi. Pourquoi tu pars pas maintenant? L'expulsion n'est pas la solution. C'est synonyme de mort pour eux. S'ils retournent chez eux, ils seront tués. Des femmes ont dit, si je repars, ils me violeront, ils me tueront. J'ai pleuré avec ces femmes. La mort, le viol. Rosemary y a échappé. Elle est arrivée à Houston, Texas, il y a quelques mois, seule. Elle avait à peine 15 ans. Sa mère l'a rejointe depuis, clandestinement elle aussi. Les dangers de la traversée sont encore très présents dans leurs esprits. La patrouille m'a attrapée. On m'a emmenée dans une sorte de commissariat. Il faisait froid. J'étais trempée à cause de la traversée. Et là, les problèmes ont commencé. Ils me posaient beaucoup de questions. C'était très angoissant. Mais en même temps, je me sentais rassurée. Parce que je me disais, si elle est arrivée aux États-Unis, je sais qu'ici, il y a plus de protection, plus d'attention. Et même si elle est arrivée seule, et quels que soient les gens avec qui elle est, sa vie sera différente. Rosemary n'a pas encore été expulsée parce qu'une association de défense des enfants l'aide à se battre pour obtenir des papiers. Ce jour-là, elle prépare la prochaine audience devant le tribunal. Vous pensez qu'il y a une possibilité pour qu'il rejette mon dossier? Oui, mais tu vas toujours à l'école, hein? Oui, et ça me plaît. Ce qui compte, ce sont tes notes. Et que tu restes à l'école, que tu ne fasses rien d'illégal. Maintenant, j'ai le soutien de quelqu'un qui connaît très bien ce genre de dossier. Je me sens un peu mieux. Je me dis que ça valait la peine d'en passer par là. Rosemary devrait pouvoir rester légalement aux États-Unis, surtout depuis que Barack Obama a promis un assouplissement de l'accueil des mineurs. C'était la semaine dernière. Ce jour-là, le président est venu annoncer au pays la régularisation provisoire d'environ 5 millions d'illégaux, la moitié des clandestins qui se trouvent dans le pays. Les républicains jouent les offensés, mais Obama n'a fait que tenir la promesse qu'il avait faite en 2008. Owerri, au sud du Nigeria, un repère de kidnappeurs. Les enlèvements ont pris aujourd'hui des proportions inquiétantes.
Pour travailler ici, nous devons nous entourer de policiers de la brigade anti-kidnapping, armés de fusils mitrailleurs. Mais depuis quelques mois, ce ne sont plus les enlèvements qui inquiètent les autorités. Un nouveau business très lucratif est en pleine croissance, le trafic d'enfants. Suivez-moi, l'entrée est là-bas. Steven est membre de la police d'Owerri. Avec son unité, il a donné l'assaut il y a quelques mois sur cette maison, aujourd'hui rasée. Ce jour-là, la police libère 17 adolescentes âgées de 14 à 17 ans. C'est ici que les femmes étaient détenues. Elles étaient ici contre leur volonté. Laissez-moi vous montrer un truc. Ce mur là-bas, c'était le seul endroit d'où elles pouvaient s'échapper. Eh bien, ils l'ont couvert de tessons de bouteilles. Un cas particulièrement sordide, où les jeunes femmes étaient séquestrées et forcées d'abandonner leurs bébés aux trafiquants. La patronne des lieux, aujourd'hui en fuite, avait mis en place une organisation diabolique. Le propriétaire avait même employé un homme qui était là juste pour mettre les filles enceintes. Les filles ont été violées par le même homme? Oui, son boulot c'était juste de mettre les filles enceintes. Personne ne sait aujourd'hui combien de fois cet homme de 23 ans est devenu père. Seule certitude, il a reconnu son rôle devant les policiers. Ici, on appelle ces maisons des usines à bébés. Et depuis un an, la police en découvre régulièrement. Parfois, les nouveau-nés sont destinés à l'adoption, mais aussi au travail domestique, à la prostitution, au trafic d'organes et aux crimes rituels. Adaoli ne quitte plus son bébé de 3 mois. Trop peur de le perdre. Secourue à temps, elle a accouché dans une vraie maternité, avant de se réfugier dans cette institution religieuse. Adaoli et d'autres jeunes femmes ont été piégées par un trafiquant. Enceinte malgré elle, elle a voulu se séparer de son enfant. Au Nigeria, l'avortement est interdit. La religion et les traditions stigmatisent les femmes enceintes hors mariage. Adaoli se rend dans ce qu'elle pensait être une ONG spécialisée dans l'accueil de femmes en difficulté. En fait, une usine à bébés. Le médecin qu'elle rencontre alors lui promet de s'occuper de son nouveau-né et de lui verser en échange 440 €. C'était un escroc. Ce n'était pas un vrai docteur. Sa femme non plus, mais c'est elle qui s'occupait des accouchements. On n'était pas autorisé à garder le bébé. Elle le montrait juste 2 secondes à la mère, puis elle disparaissait avec lui. On n'a jamais eu un seul médicament. Quand on avait mal, qu'on se plaignait de douleur ou de contraction, on avait juste droit à une boisson. Sans le savoir, Adaoli était tombé dans l'un des plus importants réseaux de production et de vente de bébés au Nigeria. Voici les images de la descente de police où Adaoli a été secouru avec 15 autres jeunes femmes à différents stades de grossesse. Ce jour-là, les policiers découvrent les conditions de vie épouvantables de ces femmes enceintes, entassées dans 2 pièces de 8 mètres carrés chacune. Aucun équipement médical, ni aucun lit. Pourtant, cette femme a accouché la veille. On lui avait promis que son bébé serait pris en charge dans un orphelinat. La police vient de lui apprendre qu'il a certainement été vendu. Nous ne savons pas où se trouve le bébé, mais les investigations se poursuivent. Nous pensons que ce bébé a été victime d'un crime rituel. Le bébé ne sera pas retrouvé, mais lors du raid, la police arrête celui qu'elle considère comme le visage du trafic d'enfants au Nigeria, le docteur Ezuma. C'est lui qui faisait croire aux jeunes femmes que son ONG prendrait en charge les bébés. Mais pour la police, pas de doute. C'est en vendant les nouveau-nés que l'homme a fait fortune. Nous décidons d'en savoir un peu plus sur le docteur Ezuma. Nous retournons dans sa propriété où nous rencontrons son épouse, celle qui tenait le rôle de sage-femme. Nous sommes surpris d'apprendre que son mari vient de sortir mystérieusement de prison. Il n'est pas dans le coin, mais il sera là demain. L'homme nous passe un coup de téléphone 5 minutes après notre départ et accepte de nous rencontrer chez lui. Le lendemain, le docteur Ezuma et sa femme nous reçoivent dans des tenues peu adaptées aux 38 degrés ambiants. Visiblement, le couple veut nous en mettre plein la vue. Le docteur Ezuma apparaît autoritaire et arrogant. Malgré les nombreuses preuves, il jure qu'il est innocent et victime d'une conspiration.
Ces allégations sont un tissu de mensonges. Ce sont des gens démoniaques, sataniques, sadiques. Ils sont envieux et jaloux, ils sont les ennemis du progrès. Ils sont superstitieux et par-dessus tout, ce sont des ignorants. Et moi, je suis un éminent médecin diplômé du Nigeria. Le grand médecin ne donnera pas d'explication convaincante sur la disparition du bébé et la présence des jeunes femmes dans sa propriété. Donc la question est, êtes-vous un vendeur d'enfants? Non, je suis le patron de mon hôpital et le directeur d'une ONG. Il n'y a pas de bébé qui manque. Si, la police a dit que le bébé d'une femme avait disparu. La police a aussi dit que j'étais un voleur. Regardez-moi, est-ce que j'ai l'air d'un voleur? Le docteur Ezuma a peine à convaincre. Réticent à nous montrer les baraquements où vivaient les femmes enceintes, il poursuit son numéro d'intimidation. Vous faites partie de mes ennemis, et je vivrai plus longtemps que vous et les autres. Vos questions montrent que vous êtes de leur côté. Le ton monte, et sous la menace, nous devons mettre un terme au tournage. Là, vous êtes encore chez moi. Allez-vous-en. L'affaire Ezuma a mis un coup de frein aux ambitions des trafiquants, propriétaires d'usines à bébés dans la région. Mais il est toujours aussi facile d'acheter un enfant. Nous sommes à Port Harcourt. Une intermédiaire nous donne rendez-vous dans un hôtel de la ville. Hello. Bonjour. Good morning. Nous prétendons vouloir acheter un bébé pour l'adopter. Nous la filmons en caméra cachée. J'ai parlé à mon amie. Elle est d'accord pour vendre son bébé. L'intermédiaire nous conduit chez la mère qui désire vendre son bébé. Nous traversons un quartier populaire. Au fond de la ruelle du bidonville, une femme nous reçoit. Ma situation financière est difficile, vous savez. Et je ne peux pas prendre le risque de laisser l'enfant au père. Il s'est remarié. Nous apprenons qu'elle ne vend pas un bébé, mais son fils de 6 ans. Son prix, 20 000 €. C'est la première fois que vous faites ça? Oui, c'est mon seul enfant. C'est votre seul enfant. Ça fait beaucoup d'argent. Mais ça dépend ce que tu as en tête. Qu'est-ce que tu proposes? La négociation est identique à celle de n'importe quelle marchandise. 1 heure à peine après notre départ de la maison, l'intermédiaire nous rappelle et nous propose un autre enfant, cette fois-ci un bébé de 2 mois. Au Nigeria, une matinée suffit pour acheter un bébé. En 2012, l'Union européenne a classé le pays comme celui où le trafic d'enfants est le plus répandu au monde. Aujourd'hui, pour la première fois depuis 3 mois, les militants du Fatah, fidèles à l'autorité palestinienne, osent défier le nouveau maître de Gaza, le Hamas. Malgré l'interdiction de tout rassemblement, ils ont décidé de faire la grande prière du vendredi entre eux, dans les rues, surveillés de près par la police du mouvement islamiste. Il y a beaucoup de journalistes, palestiniens et étrangers. Parmi eux, quelques hommes discrets qui filment avec des petites caméras. Leurs collègues les connaissent, ils travaillent pour Al-Aqsa TV, mais pas question de l'avouer. Vous travaillez pour Al-Aqsa TV? Non, je suis reporter indépendant. S'ils sont si discrets, c'est qu'Al-Aqsa TV est plus qu'une simple chaîne de télévision. C'est la nouvelle arme du Hamas, créée il y a quelques mois à peine. Longtemps clandestine, elle s'est rapidement faite une réputation sulfureuse. À l'antenne, des programmes contre l'autorité palestinienne et des appels au djihad pour les enfants. La prière se termine et se transforme en manifestation anti-Hamas. La riposte est immédiate, le cortège est dispersé, il y a des arrestations et des violences. L'un des hommes d'Al-Aqsa TV que nous avions vu en début de manifestation est particulièrement zélé, sa caméra dans une main, un bâton dans l'autre. Tollé chez les opposants du Hamas. Regardez avec quelle violence ils traitent les manifestants. Ils le maintiennent au sol avec le pied sur la poitrine. Aucun pays qui respecte les droits de l'homme n'accepterait ça. De leur côté, les responsables de la chaîne assument. Pour eux, leurs journalistes sont aussi des militants, et il n'y a rien de mal à cela.
Nous sommes une chaîne qui soutient le Hamas. Les autres médias nous critiquent parce qu'ils sont habitués à une seule manière de présenter les choses. Nous, on pense qu'il faut que toutes les couleurs politiques soient représentées. Il faut respecter notre liberté d'expression. Le siège d'Al-Aqsa TV est en plein Gaza. Ses dirigeants refusent que l'on filme le bâtiment, pour des raisons de sécurité, disent-ils. Depuis la création de la chaîne, les locaux ont régulièrement déménagé afin d'éviter un bombardement israélien. Pour accéder à l'unique studio, il faut descendre en sous-sol. Ici, toutes les émissions sont enregistrées, les infos, comme les programmes pour enfants. Si les salariés ne veulent pas être reconnus, c'est qu'ils craignent des représailles, pas de la part d'Israël, mais de leur ennemi juré, l'autorité palestinienne. Et voilà pourquoi. Dans le journal du soir, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, est présenté comme un suppôt des Israéliens. Les crimes d'Abbas sont perpétrés contre l'islam et le Coran. Ils ne sont pas le fait de groupes de résistance, mais d'ennemis de l'islam, qui collaborent avec les américano-sionistes. Plus violent, en pleine guerre, la chaîne a diffusé les images du lynchage d'un chef de la sécurité du Fatah. Enfin, dernière création d'Al-Aqsa TV, un dessin animé dans le pur style Walt Disney. Dans le rôle du roi lion, le Hamas. Dans celui des rats qui l'écrasent, le Fatah, fidèle à l'autorité palestinienne. Al-Aqsa TV est également la seule chaîne qui diffuse sans contrôle ni commentaire les images des brigades Ezz-e-Din el-Qassam, la branche armée du Hamas, responsable de la plupart des attentats suicides en Israël. Le chef de la communication du groupuscule est lui aussi un homme prudent. Il nous donne rendez-vous masqué sur une route déserte. C'est lui qui produit les clips de propagande mis à la disposition des médias. Al-Aqsa TV est une bonne chaîne. Elle est aimée par beaucoup de gens ici en Palestine. C'est une vraie chaîne palestinienne qui nous soutient, qui explique la culture de la résistance. Cela nous aide beaucoup. La chaîne ne se contente pas de soutenir la lutte armée et de défendre la politique des islamistes du Hamas. Elle développe également de nombreux programmes pour enfants. Objectif, former de futurs militants, voire de futurs combattants. Doha et Mohamed ont 6 et 4 ans. Il ne manque jamais un épisode de Nahoul, la grosse abeille en peluche qui appelle régulièrement au djihad. Mais eux aussi, il y a quelques mois, ont été les vedettes d'un programme d'Al-Aqsa TV, une sorte d'école des fans du Hamas. Leur mère était militante du mouvement. Elle s'est fait exploser il y a bientôt 3 ans à un checkpoint israélien. ايش عملت ماما؟ استشهدت. قتلت من اليهود كم قتلت يا محمد؟ كم قتلت ماما من اليهود؟ كم هذولا؟ 5. Le père des enfants, militant Hamas, refuse de se montrer à l'image et de nous répondre. Mais il accepte que l'on filme Doha et Mohamed, à condition qu'ils tiennent le portrait de leur mère. L'homme qui a inventé tous ces programmes d'incitation à la haine, le voici. Hazen al-Sharaoui est fier de ses émissions. Elles ne font de mal à personne selon lui, bien au contraire. On nous accuse de faire de l'incitation, mais ces enfants n'ont pas besoin de nous pour être remontés contre l'occupation israélienne. Ils ont vu d'autres enfants se faire tuer devant eux. On ne va pas leur dire que la vie est belle alors qu'ils voient de la destruction partout. Nous voulons créer des enfants qui ont conscience de ce qui se passe autour d'eux, qui connaissent la vérité et à qui on apprend à réagir. Même à Gaza, ces émissions choquent. Mais avec un Hamas tout-puissant, personne ou presque n'ose protester. Le mouvement islamiste ne s'est pas contenté de créer ses propres médias. Il a fermé tous les autres. Aujourd'hui, il n'y a plus de presse d'opposition. Majdi Slim travaillait à la radio Shabab, proche du Fatah. Le jour de la prise du pouvoir par le Hamas, le panneau « Interdit aux Kalachnikov » n'a servi à rien. Des hommes en armes sont venus couper la transmission. Après l'évacuation de la radio, on est resté caché pendant 3 jours. Encore aujourd'hui, on fait attention. On ne reste jamais seul par peur d'être frappé ou kidnappé. On a reçu des messages d'insultes. Ils nous ont même menacés en direct sur la chaîne Al-Aqsa TV.
Certes, le Fatah n'était pas exemplaire en termes de démocratie ou de pluralité dans la presse, mais pour le syndicat des journalistes de Gaza, la situation actuelle est inédite et inquiétante. C'est une période noire dans l'histoire de la Palestine. Même pendant l'occupation israélienne, les journalistes travaillaient plus facilement. Aujourd'hui, 34 journalistes ont été arrêtés et battus. 3 journaux et une radio ont été fermés. Les seuls médias qui restent soutiennent le Hamas. Il n'y a pas que les journalistes qui sont des cibles, tous les opposants sont menacés. Le seul que le Hamas laisse à peu près tranquille pour l'instant est le représentant officiel de l'autorité palestinienne à Gaza. S'il accepte de nous répondre, c'est parce que nous sommes des étrangers. Le pouvoir local ne risque pas de voir ces images. La plupart des membres du Fatah ont été arrêtés, torturés dans des prisons spéciales. Dans leurs médias, ils disent qu'ils recherchent des criminels. Mais en réalité, ils ne les arrêtent que parce qu'ils sont du Fatah. Au milieu de l'interview, Azem Abou Shanab reçoit un message. Ils viennent d'arrêter 10 de nos militants au centre de la bande de Gaza. Cela arrive tous les jours? Oui, tous les jours. À Ramallah, l'autorité palestinienne n'a plus aucun contrôle sur Gaza et ne peut rien faire contre les arrestations et les menaces. Alors, elle tente d'attaquer le symbole. Il y a quelques semaines, elle a souhaité interdire à Al-Aqsa TV d'émettre en Cisjordanie, mais sans succès. La chaîne est diffusée sur le satellite, on la reçoit partout dans les territoires palestiniens, et même à l'étranger.